Bonjour, je vais vous parler du traitement des tendinopathie du sportif par onde de choc. C'est une thérapeutique qui a une vingtaine d'années dans l'appareil locomoteur. On ne comprend pas encore tous les mécanismes d'action, notamment biologiques, un peu comme le PRP, mais les indications qui sont validées par des études scientifiques. Quelques mots d'histoire. L'effet des ondes de choc a été observé pour la première fois pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1941 par les médecins anglais qui ont sauvé des naufragés qui avaient un effet blast pulmonaire sans aucune lésion externe. Donc après, dans les années 50, on a décrit les propriétés physiques des ondes de choc. Alors pourquoi est-ce que tous les appareils d'ondes de choc sont développés en Allemagne ou en Suisse? C'est parce que dans les années 1950, le ministère de la Défense allemand a développé des crédits pour étudier les ondes de choc. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt militaire, et donc c'est le ministère de la Santé allemand qui a pris le relais, et donc a étudié les interactions entre les ondes de choc et les tissus biologiques. Effectivement, peu d'effets secondaires sur la peau, les muscles, tissus adipeux et conjonctifs, et l'os normal. Par contre, il y avait un danger pour le cerveau et pour les organes creux, les poumons, l'intestin. Donc, dans les années 1970, ont été développés les lithotripteurs. Donc, on a désintégré un calcul rénal in vitro en 1981. 1980, c'est la première lithotripsie d'un calcul rénal in vivo. Après, les appareils se sont développés dans le commerce. Premier lithotripteur sans baignoire, c'est 1986. On estime actuellement qu'on traite 200 000 patients par an avec succès. Alors, une petite chose, on parle de la lithotripsie extracorporelle pour les calculs rénaux. Il faut savoir qu'il existe également une lithotripsie intracorporelle où on applique des ondes de choc radiales au moyen d'une sonde double J au contact du calcul. Alors c'est un peu plus invasif certes, mais il y a beaucoup moins de récidives qu'après les ondes de choc extracorporelles focales. Voilà, donc ça c'est le Dornier HM1. C'est la première baignoire, un modèle expérimental, c'est presque une usine à gaz. Ça c'est le Dornier HM3, donc premier modèle commercialisé, et ça c'est un appareil récent. Alors quand on traite les lithiases urinaires, notamment basses, lithiase vésicale ou lithiase urétrale, on commence à s'approcher des hanches, et donc les ingénieurs se sont demandé s'il n'y avait pas une influence sur l'os. Et donc on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'altération de l'os sain, et en expérimentation animale, on avait un effet favorable sur l'ostéogénèse. Et donc en 1988, on a traité avec succès la première pseudarthrose. Par la suite sont apparus des appareils qui étaient dédiés à l'appareil ostéo-articulaire. On a commencé à publier sur la ponévrosite plantaire, l'épicondylite. Les appareils dédiés ont commencé à avoir des sondes plus durables. Alors ce qui était un progrès extraordinaire fin des années 90, c'est une sonde qui tenait 50 000 coups. Une séance d'onde de choc, c'est 2000 coups. Une séquence de traitement, c'est au moins 3 séances, ça fait 6000 coups, donc ça fait toujours pas beaucoup à l'époque. Maintenant, les sondes tiennent beaucoup plus longtemps. Et on a développé des appareils d'onde de choc radial pour l'appareil locomoteur. Alors ça, c'est la chaîne Théo-Satron, c'est la première grosse machine dédiée à l'appareil locomoteur. Maintenant, on a des appareils d'onde de choc focale qui sont plus miniatures. L'appareil d'onde de choc radial également. Alors qu'est-ce qu'une onde de choc? C'est un changement de pression abrupt, discontinu, qui se propage dans les tissus à une vitesse supérieure à la vitesse du son. Onde de choc focale est une onde de choc avec une pression positive très importante, un délai d'installation très bref, moins de 0,3 microsecondes, une petite onde négative. 3 types de générateurs. Générateur électro-hydraulique. Donc une électrode est placée dans de l'eau, soumise à un courant électrique de très forte énergie, produit une onde de choc radiale qui est réfléchie par le réflecteur en une onde de choc focale, et on détermine la focale, deuxième focale, par la forme du réflecteur. Un générateur électromagnétique, donc il y a une électrode magnétique qui est confrontée à une électrode métallique, soumise à un courant de relative haute intensité, produit une onde de choc radiale qui est réfléchie également par le réflecteur d'une focale.
Et un troisième type de générateur d'onde de choc focale, c'est piézoélectrique. Donc on utilise une ou deux couches de cristaux piézoélectriques, c'est-à-dire qui ont la particularité de se déformer sous l'effet du courant, comme pour une sonde d'échographie, et qui, selon leur disposition, génèrent une onde qui est d'emblée focale. Les ondes de choc radiales sont dites des ondes acoustiques ordinaires parce qu'elles ont une pression plus faible, un temps d'installation plus long, et c'est généralement pas une seule onde, c'est plusieurs ondes, avec des ondes négatives également. Pour produire une onde de choc radiale, un projectile percute l'applicateur, ce qui produit une onde de choc radiale qui apparaît immédiatement au contact de l'applicateur et dont l'énergie maximale se situe au contact de l'applicateur. Voilà le principe physique. Ces ondes de choc focales ou radiales sont soumises à des lois physiques de la réflexion quand il y a une interface entre deux milieux d'indices acoustiques différents. La réfraction, une partie est absorbée. Il y a également lieu à des phénomènes de diffraction. Il faut savoir que une onde de choc est modifiée profondément par l'interaction avec les différents tissus. Par exemple, quand il y a une interface liquide-gaz, 99% d'une onde est réfléchie. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas un gel de contact, vous n'appliquez pas votre sonde correctement, vous risquez de perdre 99% de votre énergie. Et après, les paramètres que donnent les constructeurs sont profondément modifiés dans les tissus. Alors, on observe des phénomènes de cavitation, donc l'onde de choc peut provoquer une vaporisation en quelque sorte dans les tissus, ou alors détendre des bulles préexistantes dans les tissus biologiques. Alors, quels sont ces effets biologiques? Il y a un effet mécanique direct qu'on utilise pour la désintégration de concrétion, donc les lithiases rénale, vésicale, urétrale, biliaire, mais également salivaire. Les ondes de choc de haute énergie peuvent léser le tissu conjonctif de certains organes, mais pas de l'os normal. Cet effet mécanique direct n'explique pas l'efficacité des ondes de choc dans la pseudarthrose, ni dans les tendinites calcifiantes. On ne fragmente pas une calcification tendineuse, d'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas du tout dur, comme une lithiase rénale par exemple. Et on a mesuré l'effet destructeur des ondes de choc chez l'animal, donc c'était des lapins qu'on avait soumis à des ondes de choc focales au niveau des articulations, je crois, du coude. Une énergie assez élevée, enfin proche de ce qu'on peut faire en thérapeutique humaine. Et on a observé des embolies pulmonaires osseuses, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des fragments d'os dans les poumons. Voilà. Donc il y a un effet thermique et chimique qu'on estime très faible compte tenu de la fréquence faible des ondes de choc. Il y a des phénomènes des effets biologiques, donc une mécanotransduction, c'est la transformation de la stimulation mécanique au niveau de la cellule, avec des altérations du cytosquelette, des molécules extracellulaires, on estime également du noyau cellulaire, du réticulum, des mitochondries. Des modifications de l'expression des gènes qui a été démontrée. Il y a une réponse tissulaire qui est très intéressante. Alors vous notez une augmentation d'un certain nombre de cytokines, substance P, heat shock protéines, P38 kinase, des facteurs de prolifération notamment vasculaire, une élévation du taux de cyclooxygénase et de prostaglandine E2. Donc je m'arrête à cette diapo parce que si vous administrez des anti-inflammatoires après une séance d'ondes de choc, vous annulez l'effet des ondes de choc. On revient à ce qu'on disait avec au début d'après-midi, que les ANS étaient pas recommandés après les injections de PRP. Alors une guérison tissulaire qu'on observe bien des mois après l'application des ondes de choc, on estime que ça peut être aussi le rôle de la néovascularisation. Il semble qu'il y ait une réduction du nombre de fibres nerveuses non myélisées, c'est-à-dire les fibres C qui véhiculent la douleur, et qui pourrait expliquer une partie de l'effet antalgique des ondes de choc. Enfin, on a évoqué le gate control, qui n'est probablement pas en cause de l'analgésie obtenue à terme après les ondes de choc. Alors, donc après c'est quelques mots d'histoire, je voudrais distinguer la lithotricie, les ondes de choc, la lithotricie extracorporelle par onde de choc, dont le but est une désintégration de lithiase et qui nécessite un repérage échographique ou radiographique, et le traitement par onde de choc extracorporelle dans le but de traiter les tissus et dont l'imagerie de repérage n'est pas indispensable. En ce qui concerne les tendinopathies, généralement le patient vous dit exactement quand c'est le bon endroit.
Je vous donne quelques recommandations de la Société internationale du traitement médical par onde de choc. Donc, quelques prérequis pour pour utiliser à bon escient les ondes de choc. Donc, faire un examen clinique, examen d'imagerie. On recommande une imagerie, également par rapport à la certitude diagnostique. On peut se servir d'autres examens. Pour l'os et pour les tendinites calcifiantes, on recommande des ondes de choc focales à haute énergie. Pour ce qui est tissu mou, donc les tendons non calcifiés, tendinites non calcifiantes, on peut utiliser des ondes de choc radiales ou focales. Alors, en ce qui concerne les indications validées pour les tendinites chroniques, on en retient 6. Tendinite calcifiante de l'épaule, épicondylite latérale, tendinite trochantérienne, tendinite rotulienne, tendinite d'Achille, aponevrosite plantaire. Les indications usuelles, mais pas encore validées. Tendinite non calcifiante de la coiffe des rotateurs, épitrochléite, tendinite des adducteurs, de la patte doigt, des fibulaires, de la cheville et du pied, et j'ai rajouté la périostite tibiale. Quelques indications exceptionnelles: maladie du Dupuytren, maladie de Lederose, tendinite de Kervin, doigt ressaut. Je vous ai cité quelques pathologies osseuses. Donc les indications validées sont le retard de consolidation, la pseudarthrose, fracture de fatigue, ostéonécrose aseptique, ostéochondrite disséquante, sans lésion articulaire. D'autres indications: maladie d'Osgood-Schlatter, maladie de Sévère, l'œdème osseux. Enfin, on l'utilise dans l'arthrose. Pour les pathologies cutanées, donc les indications validées sont le retard ou l'absence de cicatrisation de plaie, un ulcère, une brûlure non circonscrite. Certains s'amusent à l'utiliser dans la cellulite, c'est bien sûr nos collègues brésiliens. On peut l'utiliser dans le lymphœdème. On l'utilise dans la pathologie musculaire comme les syndromes myofasciaux, lésions musculaires stade 1 et 2 de Duret et Rodino. En urologie, en dehors des lithiases, dans 3 indications: le syndrome douloureux pelvien chronique, la maladie de la péronie, la dysfonction érectile. Enfin, il y a des indications expérimentales comme l'ischémie myocardique, lésions nerveuses périphériques, on le tente dans le syndrome carpien, on le tente également dans la spasticité. Alors, il y a des contre-indications pour les ondes de choc radiales et focales, c'est quand il y a une tumeur maligne ou un fœtus dans la zone de traitement. Pour les ondes de choc focales, on rajoute le poumon, le cerveau et la moelle épinière, et les cartilages de croissance, et également les coagulopathies sévères. Donc, coagulopathie n'est pas une contre-indication des ondes de choc radiales. Alors, il y a bien sûr des incertitudes dans les données de la littérature. On peut difficilement comparer les appareils entre eux. Déjà, les appareils d'onde de choc focale, dans un appareil électrohydraulique, l'onde de choc n'est pas strictement la même d'un coup à l'autre, ce qui n'est pas le cas pour les appareils électromagnétiques ou piézoélectriques. Les ondes de choc radiales et focales ont des champs sonores différents et les paramètres sont définis différemment. Donc on a une pression pour les ondes de choc radiales, l'énergie est définie par une pression donc en bar. Et pour les ondes de choc focales, il y a une énergie qui est définie en millijoules par millimètre carré. Voilà. Alors donc en rouge, par exemple, vous avez une onde de choc focale, en pointillé une onde de choc radiale, et en bleu, vous avez une sonde d'ultrasons à 2 MHz. Le schéma est très intéressant parce qu'il compare la taille et la dimension de la focale de différents appareils d'ondes de choc. Donc vous imaginez la focale d'un appareil Wolf piézoson 100, qui est très petit, qui fait 3 ou 4 mm de long, et un HMT ou Satron, une focale qui est beaucoup plus importante. On ne peut pas traiter les mêmes pathologies, ou en tout cas on a plus de difficultés par exemple avec une petite focale pour repérer le tendon ou la structure qu'on veut traiter. Par contre avec le Satron, on balaye vraiment très large. Et pour les appareils d'onde de choc radiale, vous avez différents applicateurs pour une même machine, différentes pièces à main pour une même machine et différents applicateurs. Je vous rappelle que l'énergie est toujours la même. Alors, l'énergie qui est fournie, donc l'impact au niveau de l'applicateur. Par contre, si à l'extérieur vous avez un applicateur qui fait 1 cm² de surface et l'autre qui en fait le quart, on peut trouver facilement la peau avec le petit applicateur. Bon,
Un certain nombre d'études sont bien menées, donc prospectives, un certain nombre double aveugle versus placebo en traitement de référence, permis de valider les indications. Pour les tendinopathies du sportif, on retient volontiers les tendinopathies chroniques et non rompues. Pourquoi chroniques? Parce que, alors c'est pas moi qui le dis, mais certains estiment que 95% des tendinites aiguës guérissent à 3 mois. Également parce que les tendinites aiguës, dans les études histologiques, il y a une inflammation importante qu'on risque de renforcer avec les ondes de choc. Ensuite, quand il y a une tendinite rompue ou fissuraire, il y a des phénomènes inflammatoires bien sûr, et théoriquement, il y a un risque de majoration de la fissuration par les phénomènes de cavitation qu'on peut induire par le traitement par onde de choc. Alors, il faut une indication définie. On explique aux patients que le traitement est douloureux. Les antalgiques sont possibles. Je vous ai parlé des anti-inflammatoires qu'on déconseille. Les anesthésiques locaux ne sont pas indiqués en même temps que les ondes de choc parce que leur efficacité diminue dramatiquement. Donc, je vous ai parlé du gel de contact. On peut choisir le type d'appareil en fonction de la profondeur du tendon à traiter. Alors, quelques règles se dégagent qui ne sont pas absolues. On recommande pas plus de 3 séances dans les 3 premiers mois. On réévalue au bout de 3 mois, plein effet de la première séquence de traitement, éventuellement on renouvelle. Donc, quand les statistiques européennes donnent une moyenne de 4 séances en moyenne, on peut l'interpréter, soit on fait 4 séances, soit on fait 3 séances, et ça veut dire qu'une fois sur 4, on est amené à faire une deuxième série de séances à 3 mois. L'intervalle entre les séances doit être entre 5 et 21 jours. Moins de 5 jours, ça fait mal, mais il n'y a pas plus d'effet. Plus de 21 jours, vous espacez les séances, vous perdez l'effet coopératif. On recommande pas moins de 1000 et pas plus de 2000 impulsions par tendon et par séance. L'intensité la plus élevée supportée et la fréquence la plus basse possible. Toutes indications confondues, on considère que les ondes de choc radiales donnent 65% de bons résultats et les ondes de choc focales 85%. Toutes études confondues, on considère que les ondes de choc seules sont moins efficaces que les ondes de choc suivies d'un protocole de rééducation, en particulier les étirements et le travail excentrique. Donc, je ne dis rien d'autre que ce qu'ont dit les collègues au sujet des PRP, les infiltrations, etc. Alors, on va lister quelques indications. L'épicondyte latérale. Premières études, je vous cite que les études contrôlées. Donc, les premières études étaient négatives. Deuxièmes études étaient plus récentes, sont un peu mieux menées et trouvent 61 à 90% de bons résultats. Une étude Cochrane n'a pas permis de conclure clairement. Par contre, dans les différentes études qui ont été faites, on n'avait pas suivi les recommandations de l'ISMST. Tous les appareils, radial, focal, étaient confondus et il n'y avait pas de différenciation selon qu'il y ait une anesthésie locale ou pas avec le traitement. Au niveau du timing, au niveau du timing. Alors, oui, alors dans les ondes de choc radiales et focales, on améliore pratiquement tous les patients. Posé épicondyle latéral et on a un effet plus rapide pour la PRP. Dans la ponévrosite plantaire, une méta-analyse qui a été faite en 2019, il y a un meilleur résultat avec les ondes de choc radiales et avec les ondes de choc focales que dans le placebo, meilleur résultat avec les ondes de choc focales et l'anesthésie locale diminue les résultats. Quand on compare les ondes de choc avec les infiltrations de corticoïdes, il y a une amélioration dans les deux groupes, mais l'effet est durable dans le groupe ondes de choc. On a comparé avec le PRP, pas de différence en termes de score fonctionnel et d'amélioration de la douleur. Par contre, l'épaisseur de l'aponévrose est moindre avec le PRP. On a comparé en 2016 les ondes de choc et le Botox A. C'est nettement en faveur des ondes de choc. Tendinite d'Achille, beaucoup d'études randomisées ont montré de l'efficacité des ondes de choc radiales et focales pour les tendinopathies corporeales et tendinopathies d'insertion. Tendinite rotulienne, les études qui sont controversées. Alors, pas mal d'études avec les ondes de choc focales et les ondes de choc radiales qui donnent des bons résultats. Les ondes de choc radiales semblent marcher un peu moins bien que les ondes de choc focales. Et sur une méta-analyse en 2017, les auteurs concluent à l'utilisation en monothérapie en première intention, soit un travail excentrique, soit du PRP, soit des ondes de choc. Et en deuxième intention, après 6 mois d'échec, traitement chirurgical ou ondes de choc. Pour la tendinite trochantérienne, les ondes de choc radiales semblent avoir un effet, quand c'est confirmé par l'IRM, il y a un effet plus important que pour les ultrasons.
La revue de la littérature a montré une efficacité pour les infiltrations et les ondes de choc, pas pour le PRP, ni les ultrasons, ni l'autoréducation, ni la kinésithérapie. Pour les tendinites de la coiffe de rotateur, donc la tendinite calcifiante est une indication validée. Alors, je ne vais peut-être pas m'étendre parce que ce n'est pas une indication préférentielle pour les sportifs. Pour les tendinites non calcifiantes de la coiffe de rotateur, grosse déception quand même, hein, puisque les sus-épineux, on a beaucoup de mal à démontrer l'efficacité des ondes de choc focales et surtout radiales par rapport au placebo. Pour le long biceps, on a une étude qui donne une bonne amélioration après les ondes de choc radiales, mais avec un très court terme. On recommande surtout de faire un bilan exhaustif avant de conclure une tendinopathie isolée du long biceps. Pour l'épitrocléite, il n'y a absolument pas de littérature. Dans l'étude préliminaire de Romper en 1998, il y avait 60% de bons résultats dans l'épicondylite et 28% dans l'épitrocléite, ce qui était, je crois, pire que le placebo. Tendinite des adducteurs, une étude randomisée en double aveugle qui a montré une amélioration en termes de douleur et surtout de retour au foot. Donc, onde de choc par rapport à rééducation seule, retour plus précoce, moins de 4 mois. Et dans le groupe qui a juste suivi un arrêt de traitement, retour au sport en 240 jours avec une récidive douloureuse fréquente, plus de 50%. La patte doigt, une efficacité du PRP, des ondes de choc et de l'intervention. Efficacité à court terme, les infiltrations, les INS, pas d'efficacité pour les autres traitements. Tendinite fibulaire, on n'a pas de preuves scientifiques. On a les recommandations d'une conférence de consensus de 2017 qui recommande donc en première intention des exercices physiques et s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 3 mois, des ondes de choc. Pour la périostite tibiale, 2 études intéressantes et je m'arrêterai là. La première de Romper en 2010, il prend 47 sujets à qui il administre des ondes de choc radiales et des exercices d'autoréducation et 47 sujets avec des exercices seuls. Il évalue à 1, 4 et 15 mois. Sur le VA, une nette amélioration avec les ondes de choc radiales. Et la reprise sportive à 15 mois concerne 40 sujets sur 47 qui ont été traités par les ondes de choc et 22 sur 47 par les contrôles. Une autre étude en 2012, prospective, avec des ondes de choc focales. 5 sessions en 9 semaines, plus des exercices contre l'exercice seul. Et leur évaluation, c'est la course de 18 minutes sans douleur. Donc avec les ondes de choc focales, c'est 60 jours, plus ou moins 23. Avec les contrôles, c'est 90 jours. Donc un avantage pour les ondes de choc focales. Voilà, donc en conclusion, on peut penser qu'en l'espace de 20 ans, le traitement par ondes de choc a montré qu'il avait sa place dans l'arsenal thérapeutique, avec des indications validées, d'autres qui sont en cours de validation. On peut améliorer les résultats avec le bon choix du matériel et une utilisation raisonnée du traitement. Et j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cette thérapeutique et qu'elle méritait qu'elle soit réintégrée dans le champ médical. Merci.